Et sans tarder, on va commencer notre séance fondamentale avec le professeur Boutrabouche Jouba qui va nous parler de l'anatomie chirurgicale de l'insula. Merci beaucoup. Merci professeur Sami. À mon tour d'exprimer ma voix et mes remerciements à professeur Benzamout et à la Société marocaine de neurochirurgie de m'avoir fait l'honneur de me confier cette partie introductive qui est l'anatomie chirurgicale de l'insula. Donc l'insula est un lobe du cerveau qui a été pour la première fois décrit par Christian Rein, neuroanatomiste et neuroscientifique et psychiatre allemand en 1809. C'est effectivement une île qui est parcourue par des sillons, qui est séparée par des sillons du reste du cerveau. C'était initialement perçu comme le centre primaire de la gustation ou de quelques fonctions sensitives. Elle est à l'origine de plusieurs fonctions, c'est-à-dire qu'elle intervient dans la cognition, dans les expériences émotionnelles, dans la prise de décision, et aussi dans le langage, et puis beaucoup d'autres choses qu'on ne sait probablement pas encore. C'est effectivement un terrain chirurgical assez difficile. Quand j'ai commencé la neurochirurgie il y a plus de 20 ans, je me souviens que les gliomes frontaux temporaux-insulaires, je le dis comme une anecdote, on se suffisait à faire la résection de la partie frontale, la résection de la partie temporale, et la partie insulaire était laissée à l'évolution. On disait « no touch land ». Et aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé durant ces 20 dernières années. Justement, c'était le début de l'éveil par rapport à l'insula. Et donc, les choses ont vraiment changé. Aujourd'hui, on a eu la chance de pratiquer quelques chirurgies éveillées sur l'insula et aussi sous électrocorticographie et aussi sous guidage. Alors, bien sûr, cette difficulté vient de ces opercules qui l'entourent, mais aussi de la proximité des branches de la cérébrale moyenne, des importantes perforantes, et surtout les artères lenticulostriées, et aussi les courtes perforantes et les longues perforantes qui vont jusqu'au ganglion de la base et la capsule interne. Aussi une région de fonctionnalité élevée à cause des faisceaux et des fibres qui passent aux alentours de l'insula. Donc cette chirurgie de l'insula est effectivement dotée d'une très grande morbidité par rapport aux autres régions. Et puis au départ, il y avait surtout des études détaillées par rapport à la matière grise, c'est-à-dire au cortex. Mais aujourd'hui, les études, et nous avons ici l'honneur et le privilège d'avoir le professeur Dufaux ici, et qui a fait tellement même ce travail n'a pas pu être fait sans trouver une dizaine de références par rapport à ses travaux durant ces années. Donc on le remercie énormément pour cet apport à la neurologie et à la neuroanatomie. Je cite chaque année le professeur Dufaux quand je donne le cours des hémisphères cérébraux. Je cite l'erreur de Broca notamment à tous mes étudiants qui lisent le livre avec joie. Donc, et bien sûr, il y en a qui sont beaucoup plus avancés que ça, que ce premier livre. Alors, ces études de la substance blanche ont été permises grâce aux techniques de tractographie notamment. Donc, beaucoup d'entre nous ou d'entre vous connaissent l'insula juste sur l'IRM. C'est cette zone qui flash en rouge. Mais qu'en est-il donc de la dissection cadavérique ou de la description de ce lobe? Tout d'abord, on va regarder cette face latérale de l'hémisphère cérébral et on va découvrir donc ici le central. Vous reconnaissez ici le sillon central, le gyrus précentral, le gyrus postcentral, le gyrus temporal supérieur, le gyrus temporal moyen, le gyrus supramarginal et le gyrus frontal inférieur ou F3 avec le V sylvien et avec la pars orbitaire, la pars triangulaire et la pars operculaire. Donc cette morphologie est importante pour comprendre par la suite qu'est-ce qui entoure l'insula. Donc nous avons d'abord
ce qu'on appelle ces opercules cérébraux, ils sont divisés par en 3 opercules. L'opercule fronto-orbitaire, qui est ici, et dont la limite postérieure est le rameau horizontal de la fissure sylvienne. Où nous avons l'opercule fronto-pariétal, ici, et donc nous avons l'opercule temporal qui est séparé de ce dernier par la scissure horizontale, le ramus de la scissure sylvienne, postérieure de la scissure sylvienne. Alors quand on ouvre cette fissure sylvienne et quand les opercules sont déplacés ou écartés, eh bien nous allons avoir des éléments de la face médiale de ces opercules, c'est-à-dire notamment tout ce qui est donc gyrus pars orbitalis ou opercularis ou triangulaire, eh bien il y a un petit gyrus, une petite circonvolution en dessous qui va prendre le même nom, qui est donc le gyrus sous-orbitaire, sous-operculaire, sous-central, sous-précentral. En dessous du sillon central, il y a carrément un opercule qui est donc l'opercule subcentral ou sus-central, et puis nous avons le gyrus transverse pariétal antérieur, médian et le postérieur, et puis nous avons l'opercule aussi, le gyrus transverse, temporal transverse à ce niveau-là. Donc tous ces opercules ont une face médiale qui va être matérialisée par ces petites circonvolutions. Donc tout d'abord, on va commencer par ce petit opercule qui est l'opercule fronto-orbitaire. D'accord? Donc ce opercule fronto-orbitaire, il contient donc la part orbitalis de F3 qu'on connaît déjà. Donc c'est les 3 petites parties autour du V sylvien, et aussi le gyrus frontal, le gyrus orbitaire postérieur. D'accord? Voici le gyrus rectus, voici le sillon olfactif, voici sur cette vue inférieure le gyrus orbitaire, la circonvolution orbitaire postérieure. Et voici l'entrée de la vallée sylvienne. Donc voici le gyrus ou l'opercule fronto-orbitaire. Donc cet opercule fronto-orbitaire est limité en arrière par ce qu'on appelle le ramus horizontale de la fissure sylvienne, d'accord? Ensuite, donc, voici les limites de l'insula. Ce sont donc les sillons péri-insulaires. Nous avons un sillon péri-insulaire antérieur, nous avons un sillon péri-insulaire supérieur et nous avons un sillon péri-insulaire inférieur. Alors, et donc, la partie médiale de ce premier petit operculum fronto-orbitaire, elle comprend les gyrus sous-orbitaires supérieurs et inférieurs, et elle va couvrir une partie de l'insula qui est le gyrus antérieur court et le gyrus accessoire. Donc, le gyrus accessoire est anterior short gyrus and accessory gyrus ici, et puis ici on a le transverse. Alors ensuite, donc on a étudié le fronto-orbitaire. Maintenant, le fronto-pariétal. Le fronto-pariétal est là, il est fait de la pars triangulaire, qu'on connaît déjà, donc c'est un classique de l'anatomie, la pars triangulaire et la pars operculaire, que voici, qui sont séparés par l'ascendant, par le petit ramus ascendant ici, et puis vous avez la partie inférieure du gyrus précentral. Je vous rappelle le sillon central ici, le précentral ici, le post-central ici, et voici l'opercule fronto-pariétal. L'opercule fronto-pariétal, c'est tout cela, avec la partie supérieure ici du gyrus supramarginal. Bien sûr, toute cette partie comprend l'élément correspondant dans la face médiale et qui s'appelle sous-précentral, sous-triangulaire, sous- et post-central, etc. Donc, c'est donc, j'ai dit, ici, c'est cet opercule fronto-pariétal est séparé de l'insula par un sillon, qu'on va appeler bien sûr le sillon péri-insulaire supérieur. Alors, ensuite, c'est l'opercule temporal. Voici l'opercule temporal. Il est en fait formé par
donc la partie où sont dans sa surface latérale, il est formé par le gyrus temporal supérieur ou T1 et la partie inférieure du gyrus supramarginal. Donc ainsi se trouvent donc déterminés ces opercules qu'il faut dégager, qu'il faut écarter pour pouvoir regarder la morphologie de l'insula. Voici donc la morphologie de l'insula, telle que classiquement vous la connaissez, avec un sillon central insulaire, avec des gyries, des circonvolutions. Voici la circonvolution insulaire courte, antérieure. Voici la courte moyenne. Voici la courte postérieure. Donc ce sont les gyries antérieures. Voici les gyries postérieures qui sont longs. Et donc on va les appeler anterior long gyrus, posterior long gyrus. Ils sont là. Et puis, au niveau de la partie inférieure, nous avons le gyrus accessoire ici, le gyrus insulaire transverse ici, et qui va constituer pratiquement ici l'apex de cette insula, qui, on peut le dire, elle a une base supérieure, si on peut nommer les choses ainsi. Alors maintenant, quelle est la fonctionnalité corticale? Quelles sont les aires de Brodmann? Eh bien, ce n'est qu'un rappel, parce que la majorité d'entre vous connaissent ces fonctionnalités. Donc, l'aire classiquement appelée, c'est l'aire de M. Broca, évidemment. Donc, 44, c'est l'operculaire, la triangulaire, 45 de Brodmann, et l'orbitaire, 47 de Brodmann. Et puis, nous avons ici, dans le gyrus central et post-central, donc ici la motricité, et ici la sensibilité primaire, et ici donc le gyrus supramarginal impliqué dans le langage, et ici nous avons le pôle temporal, et ici nous avons le temporal supérieur avec le gyrus de Heschl. Quand on enlève l'opercule, ce qu'on a appelé l'opercule, donc vous avez compris que l'opercule, c'est la partie un peu proéminente et inférieure de ces gyrus. Quand on l'enlève, on découvre mieux l'insula, mais surtout on regarde d'autres aires de Brodmann, notamment la 41 de Brodmann qui est le temporal transverse, et la 42, et puis et l'extension donc en médial de l'aire 22. Quand on enlève ce lobe temporal, voilà ce qu'on voit réellement au niveau de notre insula. Après avoir enlevé ce lobe temporal, voici donc notre insula bien apparente. Voici les gyries courts, voici les gyries longs, voici le central, et donc voici une partie du gyrus qui a été laissé para-hippocampique. Alors maintenant, si on procède à une dissection de dedans en dehors, médial to lateral dissection, eh bien, il va falloir qu'on enlève le thalamus, le noyau caudé, la capsule interne, le globus pallidus, le putamen, la capsule externe, le claustrum, la capsule externe, et on enlève le cortex de l'insula pour voir ses opercules, mais en dedans. Non pas de dehors en dedans, mais de dedans, c'est-à-dire de l'intérieur, eh bien, comme une vue endoscopique. Et voici donc les sous-triangulaires, sous-operculaires, sous-précentrales, sous-centrales, les gyrus, le transverse temporal et le pôle. Et voici donc sur cette composition, cette insula avec ces éléments que je viens d'énumérer, avec ici donc le genou antérieur. Vous voyez la proximité des éléments nobles avec l'insula, donc le genou antérieur, le genou postérieur de la capsule, le noyau caudé, le thalamus ici, le pallidum et le putamen, et la capsule extrême et la capsule externe. Quand on procède à la dissection de proche en proche pour pouvoir voir les éléments, donc cette décortication, cette dissection de cette région de proche en proche va pouvoir nous montrer dans un premier temps, après avoir enlevé le cortex de l'insula, la capsule extrême et le claustrum, d'accord? Et puis, après le claustrum, on enlève le claustrum, on est devant la capsule externe, ici en jaune. Après cela, on va pouvoir voir le putamen qui est ici en pointillé blanc, et va apparaître enfin très proche finalement les autres faisceaux, donc notamment ici en bleu le cortico-spinal, c'est-à-dire le pyramidal.
Et bien sûr, quand on enlève davantage la partie postérieure du putamen, on va se retrouver au niveau du genou, du bras postérieur de la capsule interne qui est matérialisée ici, là aussi en bleu. Vous voyez ici, ça fait référence à la projection corticale supérieure. Alors ici, après avoir enlevé la partie antérieure de putamen, on va être dans cette région-là qui est la substance perforée antérieure, très importante quand on parlera des branches de la MCA. Et puis, enfin, voilà le corticospinal tract, c'est-à-dire vraiment le faisceau pyramidal. Ici, c'est grâce aux travaux de la diffusion tensor imaging, donc la tractographie, on va rentrer. Donc, de plus en plus maintenant de dissections de substances blanches sont faites avec de très belles planches, mais j'ai choisi juste de montrer qu'il y a donc ces faisceaux qu'on va probablement voir avec les prochains orateurs et qui sont le faisceau longitudinal supérieur, le faisceau longitudinal inférieur, le faisceau inciné et le fronto-occipital. Et il y a même des études où on s'est attelé à mesurer les distances entre, par exemple, le point culminant de la pars orbitalis, de la pars opercularis, triangulaire, avec le sillon insulaire, etc., pour faire des études morphométriques. Et surtout, ça va amener à des classifications, en quelque sorte, des zones d'entrée plus ou moins sécurisées selon la localisation d'un gliome ou dans la chirurgie de l'épilepsie. Maintenant, qu'en est-il des rapports de l'insula avec donc l'artère cérébrale moyenne et la carotide interne? Voici sur cette vue magnifiée de l'insula, on voit ici donc le nerf olfactif, le tractus olfactif, le gyrus rectus, ensuite le gyrus donc orbital médian, le gyrus orbitaire postérieur, et puis enfin ici donc à la partie toute inférieure, nous avons, je rappelle, la partie inférieure de l'insula, c'est une vue antéro-inférieure, le gyrus accessoire, le gyrus transverse, et puis il y a une région ici, le limen insula, d'accord, avec ici le récessus du limen, et donc ici, vous avez la carotide interne, l'artère cérébrale antérieure au-dessus du tractus olfactif, que ce soit le nerf olfactif ou la bandelette, selon la bifurcation, la MCA, et puis ici, donc la bifurcation avec les artères lenticulostriées ici. Donc cette région est très importante, on va le savoir. Et donc le limen recess, c'est la région entre le bord médial du limen insula, c'est-à-dire ici, c'est ce trait-là, ici, jusqu'au niveau qui va relier d'ailleurs le pôle temporal à la partie postérieure du gyrus orbitaire postérieur et au point où l'artère lenticulostriée la plus latérale va rentrer dans la substance perforée antérieure. Et donc, c'est une région importante, c'est une région, le récessus, ce récessus-là, il est libre des artères perforantes et c'est important à savoir. Donc voici le limen insula et puis le récessus ici, d'accord? Et puis vous avez ici la partie la plus latérale des artères lenticulostriées, la plus postérieure des artères lenticulostriées. Alors, la substance perforée antérieure, je la rappelle, est ici. Donc, elle constitue en quelque sorte le toit du compartiment sphénoïdal de la fissure sylvienne. Et donc, elle se trouve ici, le lobe temporal a été enlevé, donc jusqu'au niveau jusqu'au temporal, donc le tronc temporal. Et on a cette apparence ici de poivre et sel en quelque sorte, c'est-à-dire c'est là où il y a les artères perforantes et c'est ici qu'il y a le limen recess sur cette vue inférieure et où il n'y a pas d'artères perforantes. Maintenant, je vais faire une illustration des artères de M1 jusqu'à M4 de l'artère cérébrale moyenne. Donc voici la carotide interne, voici A1, voici M1, voici les artères lenticulostriées,
voici le niveau où il va y avoir une bifurcation donc de M1 en tronc supérieur et tronc inférieur, ou parfois carrément en trifurcation. Et c'est à ce niveau-là où elle va avoir un autre trajet, qui est le trajet sur l'insula, c'est M3. Et au niveau de M3, elle contourne les opercules, que ce soit l'opercule temporal ou l'opercule pariétal. Et à partir donc de la surface corticale, elle va être appelée M4. Et donc ici, nous avons, voici la carotide interne, voici le nerf 2, le nerf optique, voici la cérébrale antérieure. C'est une exposition ptérionale, c'est une vue ptérionale gauche, donc sous microscope. Et donc ici, le M1, on va suivre le M1. Voici donc la bifurcation. C'est au niveau du genou qu'il y a une inflexion à 90 degrés pour donner M2. En général, les M2, que ce soit une trifurcation ou une bifurcation, vont avoir un trajet parallèle, plus ou moins parallèle, et jusqu'à avant d'atteindre le genou. Après, le genou est ici, donc c'est là où M2, elle commence au niveau du genou, là où les troncs de la MCA vont passer le limen insula et ils vont s'arrêter au niveau, ils vont parcourir donc l'insula jusqu'au niveau des sillons péri-insulaires. Et c'est là, à ce moment-là, que le M3, que le segment M3 va contourner ce qu'on a appelé les opercules. Donc ici, une vue antéro-supérieure de l'hémisphère, après avoir enlevé, et qui arrive jusqu'au corps genouiller latéral, et qui montre ici, donc voilà, là, le nerf optique, la carotide interne, la cérébrale antérieure qui le croise, la M1, le segment M1, la bifurcation, le genou, le passage dans l'insula que voici, donc tout ça c'est M2, et puis le moment où ça s'infléchit pour aller dans les opercules, c'est M3, et donc tous ces artères vont donner donc des artères perforantes qui vont aller jusqu'en profondeur au niveau des ganglions de la base, comme j'ai dit, au niveau des différents bras de la capsule interne. Alors ici, ici en particulier, c'est une lecture de M1 qui va donner des branches trop tôt par rapport à souvent cette situation en chirurgie, donc early branches, frontal branches and temporal branches. Après, on a la bifurcation en tronc supérieur et tronc inférieur. Mais souvent, ici, ces branches précoces, voilà, ces branches précoces vont pouvoir donner des artères ou fronto-temporales ou aussi fronto-temporaux-polaires. Alors ici, bien sûr, autour de la scissure sylvienne, les éléments qu'on peut retrouver de référence, des repères. Donc voici la veine de Trollard qui va relier le sinus sagittal supérieur à la veine superficielle, sylvienne superficielle. On peut voir aussi la veine de la baie à ce niveau-là. S'anastomoson avec la veine sylvienne. Ce sont deux repères donc classiques et importants, la veine de la baie et la veine de Trollard, autour de la veine sylvienne superficielle. Alors quand on enlève l'insula, quand on enlève les opercules, frontales et temporales, eh bien on découvre la splendeur de ces artères à l'intérieur de l'insula. Et donc, ça nous renvoie vers la perspective chirurgicale qui est là, le bord transsylvien, avec la complexité de ces artères qui sont, voilà, donc tout d'abord les artères lenticulostriées précoces, et puis enfin les différentes branches qui vont aller vers la surface, mais aussi en profondeur. Donc, du point de vue perspective chirurgicale, donc, il y a quelques éléments de repère. Donc, les autres orateurs en parleront, mais je fais juste un petit préambule pour dire, par exemple, que la parse operculaire, qui est ici en rose, se trouve en arrière de la coronale sur le plan osseux, c'est un repère anatomique de surface, et qu'elle est donc au-dessus, et que le T1, par exemple, là aussi, il est en regard de la suture
donc squameuses. Et puis, vous savez que vous allez probablement parler des zones qui ont été donc par Berger et Sanaï, la classification de Berger et Sanaï, et donc qui va diviser les zones de la chirurgie, notamment transcorticale, en zone 1, zone 2, zone 3, selon la présence, selon qu'elle se trouve autour d'un axe qui est l'axe de la scissure sylvienne et l'axe du foramen passant par le foramen de Monro. Et aussi donc la perspective de l'abord transsylvien qui donc largement étudiée par Agnès Argile, et donc qui montre les différentes artères et leurs trajets respectifs lors des chirurgies de cette zone-là. Et donc, j'aurais ainsi fini avec l'anatomie chirurgicale de l'insula, et je vous remercie pour votre attention.